cœur de l'Europe, une rencontre inattendue vient de redessiner les lignes d'un équilibre fragile. Deux voisins que l'histoire a souvent séparés se sont retrouvés face à face, non pas dans l'arène des grandes puissances, mais dans la simplicité d'un dialogue franc, direct, presque humain. La Slovaquie et l'Ukraine, deux nations frontalières de la guerre, se parlent à nouveau, avec un mot qui résonne comme un défi dans le vacarme des armes, la paix. Le Premier ministre slovaque l'a dit sans détour, le mot paix doit être le mot-clé de notre politique. Une phrase qui, dans le contexte actuel, sonne presque comme un acte de résistance. Car parler de paix aujourd'hui, c'est oser aller à contre-courant. C'est choisir la diplomatie quand d'autres misent sur la confrontation. C'est tendre la main quand le monde, lui, continue de se refermer sur ses certitudes. Derrière les caméras, dans le huis clos de cette rencontre, il ne s'agissait pas seulement d'accords économiques ou de déclarations symboliques. Il s'agissait de vérité. De ce moment rare où la politique quitte son langage codé pour redevenir un dialogue d'hommes et de femmes conscients de ce qu'ils risquent, mais aussi de ce qu'ils peuvent encore sauver. L'Europe de l'Est n'est plus une périphérie, c'est aujourd'hui son cœur battant, son champ d'épreuve, son miroir le plus brut. Et ce qui s'y joue dépasse de loin les frontières de Bratislava ou de Kiev. Entre les ambitions européennes, les tensions de l'OTAN, la pression russe et les fractures internes du continent, chaque mot prononcé dans cette salle a le poids d'une stratégie, le souffle d'un choix d'avenir. Que veut vraiment la Slovaquie? Quelle paix l'Ukraine espère-t-elle encore? Et surtout, que nous dit cette rencontre sur le futur de l'Europe elle-même? Les réponses ne sont peut-être pas là où on les attend. Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous, et laissez votre avis en commentaire parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. Dans une atmosphère à la fois solennelle et sincère, la rencontre bilatérale entre la première ministre ukrainienne et le chef du gouvernement slovaque a marqué un tournant dans les relations entre les deux pays. Loin des formules diplomatiques convenues, le dirigeant slovaque a choisi un ton humain, direct, presque intime. Dès l'ouverture, le ton est donné. Autour d'un déjeuner de travail, les deux délégations ont levé leur verre non pas à la victoire, mais à la paix. Le mot paix doit être le mot-clé de notre politique, a déclaré le Premier ministre slovaque, rappelant que ce principe devait guider chaque décision de son gouvernement. Je parle ici au nom du gouvernement de la République slovaque. La paix est bien le mot-clé de notre engagement. Ce message pacifique ne s'accompagne pas de naïveté diplomatique. Le chef du gouvernement a tenu à préciser sa position sur les questions les plus sensibles, notamment l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne. Nous avons abordé notre position négative, bien que nous respections la volonté du peuple ukrainien, quant à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. En revanche, nous disons très clairement oui aux ambitions européennes de l'Ukraine. La Slovaquie, selon lui, soutiendra sincèrement la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne et partagera avec elle son expérience. Mais le dirigeant n'a pas manqué de prévenir « J'ai mis en garde Madame la Première ministre. Elle sera peut-être surprise de constater que ceux qui aujourd'hui tiennent à l'Ukraine les discours les plus enthousiastes seront peut-être demain les premiers à freiner son adhésion à l'Union européenne. La Slovaquie, elle, ne fera pas partie de cela. » Tout au long de son discours, il a insisté sur l'importance de la cohérence et de la franchise. Quand nous disons non, nous le disons franchement. Et lorsque nous disons oui, nous le disons avec la même sincérité. Mais au-delà des grandes orientations politiques, le cœur de son intervention s'est voulu profondément humain. Le Premier ministre a évoqué les besoins concrets de la population ukrainienne face à l'hiver qui approche, l'urgence énergétique et les souffrances des familles déplacées. Je veux d'abord penser aux familles, aux enfants qui risquent de se retrouver dans des conditions extrêmement difficiles à l'approche de l'hiver. En bons voisins, en slave au grand cœur, nous voulons montrer notre solidarité. Cette solidarité, a-t-il précisé, ne se limite pas aux mots. Plusieurs projets concrets ont été évoqués, la création d'une école ukrainienne en Slovaquie pour accueillir les nombreux enfants réfugiés, une coopération économique pour répondre aux besoins du marché du travail. La Slovaquie a besoin de 150 000 travailleurs qualifiés, ainsi qu'un partage d'expérience sur le système de retraite, que Bratislava considère comme un modèle régional. Le dirigeant a également évoqué un projet de construction de logements locatifs subventionnés, inspiré d'un programme soutenu par l'Union européenne. Il a même relevé avec humour les similitudes culturelles entre Slovaques et Ukrainiens. Chez nous aussi, nous pensons toujours qu'il faut tout posséder, un appartement, un terrain, une maison. Pourtant, nous savons qu'un système de location peut être très efficace. Ce ton de proximité, mêlant franchise et réalisme, a traversé tout le discours. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de relations simples, directes et honnêtes entre voisins. La Slovaquie et l'Ukraine sont des voisins normaux. Et nous voulons être de bons voisins. Pour lui, cette normalité repose sur un engagement clair,
En ma personne, vous trouverez un homme pour qui une poignée de main a valeur d'engagement. Il a par ailleurs révélé un détail significatif. Les deux dirigeants ont convenu de ne pas s'appuyer sur les médias ou les réseaux sociaux pour gérer leur communication bilatérale. En cas de désaccord ou d'urgence, ils établiront un canal direct. Une approche rare à ce niveau de responsabilité, mais cohérente avec l'esprit du discours, la sincérité avant tout. Le chef du gouvernement a également abordé les questions géopolitiques plus larges, évoquant la possibilité d'une rencontre entre le président des États-Unis et le président de la Fédération de Russie à Budapest. J'exprime ici l'espoir que cette rencontre puisse être décisive et permette un progrès significatif vers une paix juste et durable pour l'Ukraine. Mais c'est dans la seconde partie de son intervention que le ton s'est durci. Le Premier ministre a exprimé sa déception à l'égard des socialistes européens, tout en réaffirmant sa conception de la souveraineté nationale. Il a insisté sur la primauté du droit slovaque sur le droit européen dans les questions d'identité et de valeur. La Slovaquie a affirmé que sur les questions d'identité nationale, le droit slovaque primerait sur le droit européen et sur les conventions internationales. Revendiquant l'héritage culturel et spirituel de son pays, il a poursuivi: nous savons d'où nous venons, qui étaient nos ancêtres et quelles sont nos racines. Si l'on veut nous punir pour avoir défini le mariage comme l'union exclusive d'un homme et d'une femme, pour avoir affirmé qu'il n'existe que deux sexes, eh bien pour nous, ce serait un honneur. Malgré ces positions controversées, le message final s'est recentré sur l'essentiel: l'unité, la coopération et la paix. Ce sont la fierté nationale, la souveraineté et l'identité qui peuvent nous unir, a-t-il affirmé, avant d'ajouter: seules les nations qui sauront préserver ces acquis pourront survivre dans le monde difficile et les temps incertains qui nous attendent. Le discours s'est achevé sur une note d'espoir et d'ouverture. Le Premier ministre a salué la qualité du dialogue et annoncé qu'il avait accepté l'invitation de la Première ministre ukrainienne à tenir la prochaine réunion conjointe des deux gouvernements sur le sol ukrainien. Faisons tout pour que d'ici là la situation s'améliore, a-t-il déclaré, avant de conclure: reprenons le mot-clé qui résume l'essence de notre politique en Slovaquie, la politique de paix. Et dans un dernier remerciement, adressé avec chaleur à ses interlocuteurs ukrainiens, il a clôturé son intervention par une phrase simple, mais pleine de sens: je vous remercie de votre présence. Et j'espère que vous repartirez chez vous porteur, vous aussi, de bonnes nouvelles. Ce qui s'est passé, c'est bien plus qu'une simple déclaration sur l'économie. C'est un symbole de la bascule du pouvoir mondial. Lors de la semaine russe de l'énergie, Moscou a présenté une lecture triomphante de la situation. Selon ses représentants, les sanctions occidentales ont coûté à l'Europe plus d'1 trillion d'euros, tandis que la Russie aurait engrangé 40 trillions de roubles grâce à ses nouvelles alliances énergétiques, notamment avec les pays de l'OPEP et du Sud global. En clair, la Russie affirme avoir transformé une crise en opportunité. Derrière ces chiffres, il y a des réalités complexes: la réorientation du commerce vers l'Asie, la montée en puissance des infrastructures énergétiques nationales, la multiplication des accords bilatéraux en dehors du système occidental. L'événement s'inscrit dans une séquence plus large où le monde ne parle plus une seule langue économique ou diplomatique. Ce moment est important parce qu'il illustre le bouleversement des rapports de force internationaux. L'énergie, qui fut longtemps l'un des leviers de domination de l'Occident, devient aujourd'hui un instrument de reconfiguration mondiale. Les sanctions, censées affaiblir Moscou, ont accéléré la création de nouvelles routes commerciales et renforcé le sentiment d'autonomie de nombreux pays émergents. La Russie, isolée par l'Europe, s'est rapprochée de la Chine, de l'Inde, des pays du Golfe, et même de certaines nations africaines désireuses de s'émanciper des modèles économiques occidentaux. Au fond, ce n'est pas seulement la Russie qui réécrit les règles du jeu, c'est tout un PN du monde qui refuse désormais de les subir. L'événement montre aussi la limite d'une politique basée sur l'idéologie plutôt que sur la stratégie. Vouloir punir un adversaire sans anticiper les conséquences économiques sur ses propres citoyens a fragilisé une partie du tissu industriel européen. Et cette fragilité n'est plus une hypothèse. Elle se mesure dans la hausse des coûts de production, la baisse de la compétitivité et le ralentissement de la croissance. Concrètement, cette situation change beaucoup de choses. À court terme, elle redessine les alliances économiques et modifie la géographie du commerce mondial. Le centre de gravité de l'énergie se déplace de l'ouest vers l'est, et avec lui, une partie du pouvoir politique. À moyen terme, l'Europe doit repenser son modèle. Comment assurer son indépendance énergétique sans s'isoler? Comment maintenir son niveau de vie sans renoncer à ses principes? À long terme, cette crise agit comme un révélateur. Elle expose la vulnérabilité des économies dépendantes, la force des nations capables de s'adapter, et l'urgence, pour le monde entier, de bâtir un système plus équilibré, moins centré sur quelques puissances dominantes. Mais il y a aussi un impact invisible, plus profond, la transformation des mentalités. Les citoyens, qu'ils soient en Europe, en Russie ou ailleurs,
commence à comprendre que les décisions géopolitiques ne sont pas abstraites. Elles se traduisent par des factures plus lourdes, des emplois menacés, des espoirs reportés. Elle rappelle que, derrière les chiffres, il y a toujours des vies. Et c'est là que nous devons faire une pause. Parce que le monde, malgré ses tensions, ne se résume pas à des tableaux de statistiques ou à des cartes stratégiques. Derrière chaque politique énergétique, il y a des familles qui se chauffent, des ouvriers qui produisent, des dirigeants qui doutent, et des peuples qui cherchent simplement à vivre dignement. L'énergie, au fond, c'est la métaphore parfaite de notre époque, une ressource vitale, rare, disputée, et pourtant indispensable à la lumière. Ce débat entre idéologie et pragmatisme, entre sanctions et souveraineté, raconte surtout la quête d'équilibre d'une humanité en transition. Nous sommes à un moment charnière où chaque choix, qu'il soit européen, russe ou asiatique, redessine les contours de demain. Et la vraie question n'est peut-être plus de savoir qui gagne ou qui perd, mais quel monde nous sommes en train de construire collectivement. Alors, à vous, que pensez-vous de cette transformation du paysage énergétique mondial? Est-ce une renaissance ou une fracture durable? Partagez vos analyses et vos réflexions dans les commentaires, débattez, confrontez vos points de vue. Ce dialogue, c'est lui qui fait vivre la compréhension. Voilà, c'était l'essentiel. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.